Merci professeur. Cette fois je dis merci professeur et surtout merci monsieur le poète. C'est tout à la fois. Donc, le professeur Senghor vient donc de parler des deux textes de M. Faye qui vont plus loin que la simple poésie, que c'est la Sénégambie. Et il a évoqué surtout les continuités historiques, n'est-ce pas, et qui doivent nous pousser à éviter certains pièges. Et c'est le lieu de parler de priorisation. Il a parlé de l'époque antérieure et il m'a appris une chose, il a parlé de Mbégane qui a amené les marabouts Cissé. Ces marabouts nous appellent les truands, qui viennent tromper les gens. Les marabouts Cissé de tramer les sabres, c'est tous des truands. On m'apprend comme cela. Et on salue aussi au passage Elhadj Souleymane Faye le vrai. C'est bien ça. Et donc, le professeur Racine suggère d'explorer une phase transitoire qui va des 10e au 14e siècle. Qu'est-ce que la tradition orale en dit? Il a évoqué comme deuxième point la question de la poésie, surtout la créativité poétique qui est centrale. Et il a parlé justement du travail d'Ahmad Faye, de Raphaël Ndiaye et de Senghor. Il y a un collègue qui a dit que Ahmad Faye a fait en fait la thèse que Senghor aurait dû faire. Et une pensée pieuse pour notre ami à tous, Raphaël Ndiaye, effectivement, qui avant sa mort défendait un projet. Je crois qu'il peut se poser tranquille, parce que ce projet-là, nous sommes en plein dans ce projet. Il s'agit de recueillir textes. Actuellement, on a la chance à Dakar, on se glorifie, M. Faye et moi, quand nous parlons au CAMES, le Conseil africain et malgache, qui torture les enseignants. Quand on en parle, on dit l'école de Dakar. Parce que M. Faye a parlé peut-être de certains travaux, il n'a pas peut-être tout dit. Il y a encore là Cheikh Sakho qui a parlé de la théocratie au Fouta. Il y a Kabir Baye qui est là, qui a parlé de Marcia. Il y a plein d'autres choses. Il y a Ibrahim Faye qui est là, qui a parlé de la poésie wolofale. Donc c'est une recherche permanente. Donc je vois que Raphaël Ndiaye peut dormir tranquille. Et il était très attaché à cela. Quand je lui parlais, il me disait, attends, je me rends à l'IFAN. Avec sa maladie, il se rendait à l'IFAN. Quand il expliquait, il n'hésitait pas à chanter. Raphaël était quand même musicien. Il n'hésitait pas à chanter. C'est paix à son âme. Et donc, dans ces textes, il trouvait le refuge. C'est le refuge de tout le monde. Je crois que là aussi, un conseil pédagogique de Ahmad Faye à nos étudiants, à nos doctorants, il disait aux gens que quand il y a crise, justement, c'est le moment d'écrire. Quand on traverse une crise, on écrit. Et en fait, il est avéré que beaucoup de productions ont eu lieu en temps de crise. J'ai écouté il y a un peu plus de 30 ans Jacques Radmanjar, le poète malgache, qui disait que c'est en prison qu'il a le plus d'inspiration. Enfin, je veux bien cette inspiration, mais la prison quand même. Mais voilà, on peut vraiment s'en passer. Donc Racine insiste sur la créativité poétique, parce qu'on vit dans le présent et il y a le souci de la transmission d'un patrimoine. Et la créativité poétique n'est l'apanage de personne. C'est justement ça qui fait la démocratie. Et il parle de démocratie, je crois que Nathan en a parlé, c'est ça qui fait la démocratie, que tout le monde peut être poète. En fait, tout le monde est poète chez nous. Ça dépend des contextes. Il y a 2 ans, quand Marcel m'a invité à la journée internationale de la diversité culturelle au niveau de la place Souvenir, il y avait Watt aussi, j'ai senti, quand les griots lébous ont chanté les louanges de Massinique, j'ai senti une accélération de battement cardiaque. J'ai dit, voilà pourquoi, quand les gens vont à la guerre, ils meurent. Alors, je vais résumer parce que Racine termine par l'oralité dans tout l'espace sénégambien, qui est notre patrimoine qui est extraordinaire, mais qui est aussi un outil de souveraineté. C'est très important, la souveraineté c'est lié à nos cultures.
En fait, nous avons une culture de souveraineté. C'est quand même des déperditions. Et le risque, c'est de se voir dans le miroir. Je pense à Domi Bolo, de Boubacar Boris Diop. Et donc, il ne faut pas qu'on vive dans les vestiges. Il faut construire à partir de cette tradition et faire face. Il a terminé par la citation de Guy Tirolien. Donc, encore une fois, monsieur le poète, merci. Maintenant, nous allons donner la parole au public. Peut-être d'abord aux collègues qui voudraient intervenir, faire des contributions. S'il y a des collègues qui voudraient intervenir, ils lèvent la main et ils prennent la parole. Sinon, on va recueillir les questions. Professeur Aslan Faye, mais très efficace dans la recherche. C'est extrêmement important. Je ne puis rien dire de plus que ce que j'avais dit lorsque le professeur Ahmad Faye soutenait sa thèse d'État. J'étais membre du jury. Et je l'ai appelé, justement, pour l'importance de son corpus oral. J'ai dit que sa thèse était une véritable oralothèque. Il y a tout. Tous les aspects. J'ai déliré dans mon intervention parce que je trouvais que Ahmad était un fils, un descendant du révérend Père Gravran et de Senghor dans ce qu'il a fait pour le site. Vous connaissez peut-être moi Pape Massensen, lui qui est un des plus grands chercheurs, aussi bien en histoire qu'en ethnologie au Sénégal, particulièrement du côté du Sine. Je me rappelle encore quand il était plus jeune et étudiant en France avec Pape Massensen, avec Massé Diallo, on l'a évoqué tout à l'heure. Ils ont publié dans Jeune Afrique un article sur les regards croisés des Africains et des plans européens. Un travail. La Senghor, n'en parlons pas. Et heureusement qu'il est sans seul. C'est un censeur, pas seulement des études, effectivement. Mais Senghor disait au révérend Père Gravran, que j'ai eu la chance d'avoir connu, j'ai eu la chance d'avoir rencontré ce grand homme et d'avoir travaillé avec lui lorsqu'il était lorsqu'il s'apprêtait à publier son premier ouvrage, Tchossan. Tchossan, quand j'étais maître assistant encore, un jour, la secrétaire du département m'a appelé pour me dire que M. Faye, il y a un monsieur qui vous cherche. Il s'appelle le révérend Père Gravran. J'ai sursauté. Parce qu'à moins de 10 ans, j'avais 7-8 ans, on était à Djahab et on avait l'habitude de jouer devant la cour du roi, devant la maison du roi. Et on voyait un tuba en soutane et casque qui passait souvent rendre visite au roi Maïkos. Nous étions très jeunes. Alors on disait que c'est le tuba qui parle de salaire. Le révérend Père Gravran, dans ses conférences, diffusées à la radio, parlait salaire. Je n'étais pas en mesure, à l'époque, de mesurer la dimension de sa compétence en salaire. C'est un peu que j'ai pu comprendre une chose. Mais, lorsque je suis devenu enseignant ici, chercheur, on m'a annoncé que le révérend Père Gravran me cherchait. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est comme si un jeune rappeur sénégalais s'entendait dire que c'est Bob Marley qui vient le chercher. Alors moi j'étais extrêmement étonné, j'étais triste. Quand le révérend Père Gravran est venu, dans mon bureau, je me croyais dans les nuages. Je dis, moi devant le révérend Père Gravran, que Senghor appelait une source, Senghor lui avait dit, vous êtes devenu une source. Vous le confirmez, je crois. Il était devenu une source. Mais vous avez ici des sources. Ahmad Faye, Racine Senghor, Pape Massensen, Keita, et même j'y mettrai. Voilà. C'est des sources. La culture sérère, l'oralité étant le réceptacle de tout ce qu'il y a de culturel. L'oralité est multidisciplinaire.
soit la langue, quelle que soit la culture. Et donc, dans la thèse de Faye, de Hamad, que j'ai pu parcourir, parce que j'étais donc juge dans ce jury, dans cette thèse, il y a tout. Je me dis qu'on ne peut plus rien trouver comme corpus qui ne soit pas déjà dans la thèse d'État du professeur Hamad Faye. Et si à côté de Hamad Faye, on a Racine Senghor, qui pour moi c'est un Léopold Senghor, plus jeune tout simplement, et on a l'autre Gravran qui est Pape Massensen. Et je me rappelle quand je venais d'arriver et que j'ai rencontré Senghor dans son bureau, il m'a dit, notre première rencontre, nous avons discuté, il m'a dit, où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que tu veux aller, petit doyen? J'ai dit quoi? Où est-ce que tu veux aller? Il avait lu ma thèse, dont il avait une copie, et il m'a demandé, après notre entretien, parce que c'est lui-même qui m'a écrit, envoyé un mot pour me dire que je veux vous recevoir. J'ai encore la carte d'audience avec Mme Correa, qui était sa secrétaire particulière. Mais en rapport avec Mme Correa pour vous rencontrer. Alors, quand on s'est entretenu dans son bureau, bon, pour vous faire encore, c'est disait à l'époque, quand vous entrez dans le bureau de Senghor, nous, quand on était gosse, à l'école primaire, on disait ça, du Nietzsche. Quand vous entrez dans son bureau, quand il vous reçoit, il y a des gens qui ont des mitrailleuses partout, qui sont cachés. Vous levez le petit doigt, on vous tue. Alors quand je suis entré dans le bureau de Senghor, quand je suis assis, marche. Et on a commencé à parler. Je regardais parfois à gauche, à droite. Ça passait. Si tu n'avais pas de mitrailleuse à côté. Mais quand il m'a dit, où est-ce que tu veux aller? Je dis, bon, allez où? Peut-être affecté. Je dis, bon, moi je ne sais pas. Je vais aller là où je serai indépendant d'esprit. Il me dit, les archives culturelles. La veille, j'avais rencontré Pape Massensen à la place de l'indépendance, qui était le second de Raphaël Ndiaye, aux archives culturelles. J'ai dit au président Senghor, j'ai rencontré Pape Massensen qui m'a dit qu'ils sont allés trop là-bas et qu'ils s'assoient lorsque Raphaël se lève. Senghor m'a dit, dans ce cas-là, écoutez, le centre d'études de civilisation, mais c'est en voie d'être fermé. L'université, j'ai dit, ah, c'est là qu'il me faut. Parce que je suis instituteur de formation. C'est comme ça que on m'a demandé de. Donc, mais en passant, j'ai entendu parler de sa thèse. Vous avez dit, Senghor aurait une thèse que Senghor aurait voulu faire. Il a voulu faire deux thèses. Parce qu'il m'a demandé après, un peu avant mon départ, son groupe me dit, qu'est-ce que vous allez faire comme thèse d'État? Je dis, je n'ai pas encore choisi de thèse, le sujet. Il me dit, je vous donne mon sujet. Je devais faire une thèse d'État sur les formes verbales du Wolof et du Serer. Parce qu'il était passionné, il était linguiste. Mais il aurait pu faire la thèse de Hamad aussi. Parce qu'il en avait les capacités. Donc c'est pour dire que, pour résumer tout ça, que je n'ai même pas envie de dire autre chose que ce qui a été dit du point de vue donc de l'oralité. J'ai seulement pensé que l'oralité a aussi ses insuffisances. L'oralité a ses insuffisances dans la mesure où elle peut muer parfois l'historien, et je déplore le fait que ce qu'on appelle historien chez nous, généralement c'est des généalogistes. Parce que l'histoire, c'est une succession d'événements dans le temps et dans l'espace. Mais parfois, quand vous entendez ceux qu'on appelle traditionnistes aussi, ils disent qu'ils font de l'histoire du Sine, ils vous parleront de Pape Massensen, de son père, de son grand-père, de sa tante, etc. L'histoire, ce n'est pas seulement la généalogie. C'est des faits. Et dans le contenu de son intervention tout à l'heure, Pape Massensen a évoqué le nom de la relation entre les rois et les marabouts, les familles religieuses. Le cas de Tuawan et de l'Étudiant et du Sine, où j'ai même eu l'occasion d'être édifié par le feu Abdelaziz Junior,
que j'ai trouvé une fois dans un magasin. À la veille, il n'était pas encore Khalif, il était le porte-parole. Par hasard, un dimanche, je l'ai trouvé à Santander, dans un magasin avec son bratoire. Et je lui ai dit bonjour. Je me suis retrouvé, je l'ai trouvé assis sur mon banc. Et son djaouré, qui choisissait des tissus pour lui, je lui ai serré la main, il a retenu. Il m'a dit, ça, toi, j'ai des failles. Il m'a dit, ah, c'est mon bokaka. C'est ce qui s'appelle Selbe. N'est-ce pas? Et donc, ces relations dont on parle entre les familles religieuses et les familles du Sine sont des relations réelles qui ont beaucoup cimenté, en tout cas consolidé les rapports qu'il y a jusqu'à présent entre le Sine et la famille et les familles religieuses. Même du côté des Mourides, on connaît l'événement du 7 juin où le roi Komandofel a témoigné auprès du gouverneur pour Saint-Touba, à Saint-Louis. Donc, après ces anecdotes et ces histoires, je félicite encore une fois le professeur Ahmad Faye et son entourage immédiat pour ce panel. Et l'initiateur principal également, ou l'animateur, c'est Wal. Mais j'encourage les doctorants, s'il y en a encore, à creuser davantage pour voir. Moi, je souhaiterais bien que les gens parlent de ce qu'il y a encore à faire dans l'oralité. Revoir encore si l'oralité a tout dit, du point de vue de la vérité historique. Il y a des non-dits. L'historien, surtout l'oraliste, il fait des impasses parfois pour ne pas heurter. Et c'est très important. Parfois, il faut fermer les yeux et dire carrément la vérité. Je vous remercie donc pour ça. Merci, Elhadj Souleymane Faye. Pour le rappel et la précision, oui, je confirme. La thèse d'Ahmad Faye est une droit à l'OTEC, fait quand même 1358 pages. Voilà, donc une fois, je me souviens, Ahmad avait dit que la violence était mandingue. Comme je suis mandingue, je juge de cette relative de la violence en donnant d'autorité la parole à mon jeune frère, Felix Sarr. Je me disais, oui, effectivement, je me faisais la réflexion qui est que il me semble que la littérature orale ou la parole ou l'oralité semble être le patrimoine, le lieu du patrimoine culturel, intellectuel, je dirais même spirituel de nos sociétés, et qu'il soit transdisciplinaire. Et que si on a envie de faire de la recherche, de faire de l'archéologie des savoirs, des modalités sociales, c'est un lieu qui me semble important et peut-être même inépuisable. Je me suis fait la réflexion que lorsque vous évoquiez Mansa Wali, John, comment il a été choisi comme étant roi et juge, et que l'histoire raconte qu'au préalable, il a su résoudre un conflit sur un héritage, vu que les Laman n'ont pas su résoudre durant de longues années. Et donc on a fait appel à sa sagacité, et les Laman, ayant reconnu sa sagacité, lui ont demandé d'être le juge, donc celui qui sera le témoin et qui tranchera les affaires, alors que l'autre continuera à être le diaraf et l'administrateur. Et vous disiez qu'on peut, donc Racine disait qu'on peut rechercher des modèles là-bas. Et donc si on repense les formes de gouvernementalité, si on est en quête d'une souveraineté, d'une réinvention du politique, il me semble que là-bas il y a une source d'inspiration importante. Quelle est la figure du politique? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Et quelles sont les formes de gouvernement des individus?
fois, on se perd dans la périodicité historique. On a celle du XIVe siècle, mais on a celle qui est antérieure, et il semblerait qu'il y a celle du Xe siècle où Amar Konomat va remporter un coup fatal à Abou Bakr Ben Omar et va refuser l'islam. Et on a du mal à avoir une histoire globale, donc c'est la demande du chercheur, donc d'avoir un récit qui nous permet de faire le lien et de voir clair dans les itinéraires. Donc ça c'est une demande que je vous adresse et puis je vous remercie. De participer et d'assister à cette conférence, je disais hier seulement aux étudiants pour les encourager à venir. Je crois que je ne veux pas trop m'en vouloir parce que certains m'ont dit qu'ils ont cherché un cours pour venir. Je les ai encouragés à cela parce que, évidemment, je leur disais que c'est le fruit de 20 ans de recherche, d'une vingtaine de recherche. C'est vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas rater et certains d'entre eux sont là. Maintenant, pour ma part, je remercie Ibrahim Awan pour avoir, c'est son labo en fait, qui partage avec d'autres collègues. Moi, je suis le responsable de la formation doctorale. Donc là, c'est le labo qui organise. Nous avons d'autres activités avec le laboratoire que dirige Koudi Khan probablement en octobre. Et auparavant, il y aura aussi des doctorales. Les étudiants, des doctorants qui sont là, qui sont en 3e, 2e, 4e année de recherche, sont prévenus. Donc vous devez vous préparer au mois d'octobre à assister, à participer à ces doctorales organisées par la formation doctorale. Je voulais simplement embrayer par là où M. Sarr a terminé par rapport à cette période antérieure au XIVe siècle qui correspond même dans le Fouta à une sorte de dark age, une sorte d'âge sombre qui n'est pas très bien élucidé, très bien connu. Un des étudiants qui est là, je l'avais même conseillé de travailler sur cette période, mais après toutes les recherches qu'il a eu à faire, il est tombé en fait sur le récit sur lequel, assez convaincant, sur lequel on peut faire un travail, c'est le récit sur Koli Tengara. Alors que le Koli Tengara, évidemment, c'est quand évidemment on passe de cette période de Dark Age pour aller dans une sorte de temps historique avec la création de l'État, du grand royaume du Fouta Toro. Évidemment, c'est avec Koli Tengara. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment creuser, comme vous l'avez dit. Et il faut encourager les étudiants à aller vers cela. Maintenant, la question que je voulais poser, elle est celle-là, parce que en taquinant tout à l'heure Keïta, Amar semble dire que les Sérères ont avalé les Mandingues et leur culture. Mais ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien que le premier roi Sérère soit d'origine mandingue. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de légitimation d'un pouvoir, étant donné que les Mandingues, quand même, ont été, après les sobriquets, une formidable expérience politique avec Soutiata. Ce n'est pas pour rien qu'une femme, dont tu as parlé tout à l'heure, soit le fils d'un chercheur mandingue. Ce n'est pas pour rien que Koli Tengara, dont j'ai parlé tout à l'heure, on lui cherche en forçant, évidemment, une origine mandingue, en faisant de lui d'ailleurs le fils de Soundiata, sachant bien que Soundiata c'est le XIIe siècle et Koli Tengara c'est quand même le XVIe siècle. Donc est-ce qu'il n'y avait pas là une forme de légitimation d'un pouvoir préexistant, puisque les Sérères à ce moment-là n'étaient pas à ce stade évidemment d'expérience politique. C'est une question que je pose à moi. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là pour donner aux autres façons de parler. Ok, merci. Les initiateurs de cette conférence et remercier également le professeur ainsi que tous les intervenants. En fait, j'ai travaillé sur la spiritualité sérère, particulièrement au Baol, ce qui fait que je voudrais poser 2 à 3 questions au professeur, principalement par rapport à la figure de l'ancêtre. Et je ne sais pas si j'allais parler de substitution ou de remplacement avec la figure maraboutique. Si l'on sait que dans le contexte du Baol, le statut ou le rôle initialement assumé par l'ancêtre lignagé est souvent
ou dans beaucoup de récits maintenant, ou dans certaines circonstances ou cérémonies, c'est la figure du marabout qui commence à émerger. Et de là également, du point de vue de la créativité, il y a une certaine forme de poésie une poésie sérère qui reprend ou encore qui s'inspire, qui a tendance à louer la figure du marabout à la place de la figure de l'ancêtre. Et le transfert également des dépouilles va aller dans le même sens. Je voudrais avoir l'avis du professeur sur cette question. L'autre chose, c'est que vous avez parlé de cycle et de franchissement de seuil. Au regard de ce que nous avons dit, de substitution, de remplacement de la figure lamanale, on parle également du chant du marabout, on ne parle plus maintenant du chant de l'ancêtre. Est-ce qu'on peut parler de l'avènement d'un cycle nouveau, engendrant une nouvelle forme de poésie pour exprimer une spiritualité différente de la religion traditionnelle sérère, avec tout ce que cela comporte comme la célébration, les pangols, etc., et la figure du marabout. Voilà quelques préoccupations que j'ai et que je voudrais partager avec, sur lesquelles j'interpelle le professeur pour avoir son avis. Je vous remercie. Merci. Vous passez le micro au professeur. Je ne suis pas littéraire, professeur de médecine en fait. Pourquoi je suis là, c'est parce que aussi je baigne un peu dans le milieu littéraire. Peut-être de par mon destin étant la nièce de Maria Maba, et vraiment la lecture fait partie de mes passions. Et à ce titre-là, j'ai fait un petit recueil de poèmes qui est en train de promouvoir le concept de rafetal, dans le sens de la bienfaisance dans toutes ses formes. Et au-delà de ce concept, nous avons aussi une association humanitaire qui se met au service de la nation, particulièrement des jeunes. C'est à ce titre-là vraiment que je suis là et je remercie tous ceux qui m'ont invité. Je félicite le professeur Amat. Et vraiment, nous avons vu toutes les paroles, les belles paroles des conférenciers, et je vous remercie vraiment à ce titre-là. Et dans ce temple de l'UCAT, ces échanges très enrichissants sur l'oralité. L'oralité indiquée un outil de transmission intergénérationnelle de valeurs sénégambiennes, socle de notre identité africaine. Et c'est à ce titre-là que nous espérons que toutes ces valeurs de John, de Foule, de Faïd, de Gumsabo, de Mouni, pourront être, vraiment appropriées par les jeunes, la jeunesse africaine qui est née après les indépendances, qui est décomplexée. Nous espérons vraiment que maintenant, ces valeurs de l'oralité permettront à nos jeunes d'affronter l'avenir en toute sérénité, parce que maintenant c'est le siècle de l'Afrique. Les grands temps qu'on sache qu'on n'est pas n'importe qui, vraiment, que les Noirs reprennent leur vraie place dans l'histoire pour pouvoir construire leur avenir et parvenir au développement de notre continent. Il est vraiment temps. Je vous remercie vraiment et c'était un plaisir d'avoir assisté à ces échanges très enrichissants. Merci. Parce qu'il me semble que le temps en soi, la notion de temps en soi n'est pas universelle, que les temporalités ne sont pas universelles, et qu'en oralité, si on regarde par exemple la manière dont les chants gyniques se font partout chez les Sérères, chez les Wolf, etc., ou bien n'importe quel type de chant, le temps il est tout le temps cyclique, et qu'il sera difficile de régler la question de l'histoire, de l'historicité et du temps et des récits si nous ne nous ancrons pas dans la notion orale même du temps. Il me semble qu'il y a une notion du temps qui est linéaire, plutôt scripturale, qui prévaut dans l'étude de disciplines comme l'histoire par exemple, mais que dans nos récits et que dans nos manières de voir, le temps il est plutôt cyclique. Je pense par exemple à la figure de Koli Tengala, qui chez les Sérères, dans certains récits Sérères, et Maba Diakhouba aussi. Donc il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent, qui reviennent. Et de la même manière, il y a des récits ou bien des histoires
partent et qui reviennent et qui changent de forme, mais qui ne sont pas dans une forme de discontinuité. Et que cette discontinuité, on ne la voit que quand on est ancré dans une notion du temps qui est plutôt linéaire et scripturale. Donc j'aimerais avoir votre avis et l'avis de tout le panel sur la notion du temps en oralité et du temps en poésie orale surtout. Merci beaucoup. Je vais apporter une petite contribution à la conférence de M. Faye. Car en parlant du Sine, moi je suis du Sine comme lui, comme M. Sen, comme M. Senghor, et je connais pas mal ce qui se passe. Parce que dans l'histoire, il y a 3 sources, les sources écrites, les sources orales, les vestiges. Et aujourd'hui, les sources orales sont là. Les sources orales sont beaucoup plus importantes à ma vision dans l'histoire du Sine. Car ce n'est pas une histoire qui a été écrite, c'est une histoire qui a été racontée de bouche à oreille. Et aujourd'hui, le bouche à oreille fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent porter dans la tradition. Malheureusement, ce qui est écrit est beaucoup plus important que ce qui est raconté. De ce fait, si aujourd'hui on parvenait à s'exprimer mieux dans nos langues nationales, je pense que l'histoire ne sera pas galvaudée. Mais quand nous doit était là, M. Wade, quand on était à Pire, je pensais qu'on avait là-bas des vestiges qui datent de très longtemps. Alors ces vestiges-là, pourquoi ne pas les conserver et demander aujourd'hui à la génération actuelle, parce que les générations actuelles, c'est les générations qui ont 60 ans et poussière. Ils sont là, ils sont dans les villages, on les voit, on les sous-estime, on les minimise. Pourtant, ils ont quelque chose dans la tête. Et malheureusement, s'il y a une crise des valeurs, aujourd'hui c'est à cause de cela. Parce que ces gens-là qui sont là, pour les étudiants, excusez-moi le terme, mais quand on copie mal. Copier mal, imiter mal. Pourquoi on imite mal? Parce que aujourd'hui, une personne qui te dépasse dans ta voiture, il ne te salue même pas. Et pourtant, tu vas quand il passe, il te fait peur, il klaxonne. Mais aujourd'hui, nos enfants, nos enfants qui sont là, nos femmes, la dernière fois quand je venais ici à Dakar, j'ai voyagé avec un franco-sénégalais, un halpulaar. Il m'a dit au Sénégal, qu'est-ce qu'il dit? Kharal, Togal, Tahawal. Togal, Tahawal. De par nag toog foofu dafa kañ ngeen baal naa en tout cas war nañu revenir sur nos valeurs de jom, de kersa, de muñ de njàmbaar. Excuse-moi encore, merci. J'aime à me ressourcer auprès de ce parterre de savants dans cette oralité qui nous réunit aujourd'hui. Il est sorti oralité, culture, mais surtout souveraineté et une exhortation à se relancer pour un avenir meilleur, particulièrement avec ce nouveau souffle au Sénégal, souffle de souveraineté, mais surtout de fondation d'une nation. Et je pense que les grands penseurs que vous êtes, particulièrement au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est un terreau de recherche par rapport à tout ce qui est sorti aujourd'hui. Je crois que nous avons des ébauches pour construire une nation sénégambienne à partir de ce qui est sorti ici. Cette oralité dont on parle, qui en vérité sont les fondements de ce que nous sommes, réellement, vu notre trajectoire. Quand vous évoquez le nord vers le centre du pays, certains évoquent le sud vers le centre du pays. Je crois que ce brassage est exemplaire pour montrer à cette jeunesse en quête de repères la voie à suivre pour véritablement construire cette nation-là. Et c'est sur ce que je voulais remercier vraiment le professeur Amat, qui a abattu un travail profond, extraordinaire, large, qui doit inspirer tout le monde. Et ça doit être des ébauches d'autres thèses par cette jeunesse-là qui doit orienter ce peuple-là pour une nouvelle écologie, un nouvel écosystème politique qui peut-être emploierait la poésie à côté de la violence qui ne peut pas
nous échapper de par notre origine sauvage. Mais cette poésie pourrait féconder et ramener ces ardeurs-là à une humanité. Et je crois que la faculté des lettres doit jouer ce rôle à travers cette jeunesse. Particulièrement, monsieur, j'ignore votre nom, mais je vous recommande de continuer à former dans ces domaines-là, particulièrement en insistant sur la langue. Cheikh Anta Diop nous exhorte sur la langue et sur l'histoire. Si on perd nos langues, on perd tout. Merci de votre attention. Je ne vais pas abuser de votre temps. Je vais par remercier l'école doctorale d'études africaines, le laboratoire et le professeur Amar Faye pour le bien exposé. J'ai assisté hier à une conférence au département de sociologie intitulée La fabrique des politiques publiques en contexte d'aide internationale, ouvrir la boîte noire, animé par le professeur Philippe hier. Et ce que je peux souligner entre la conférence d'hier et la conférence d'aujourd'hui, il y a des complémentarités. C'était une conférence animée par un socio-anthropologue. Aujourd'hui, on parle de l'oralité. Je reviens sur le caractère pluridisciplinaire de l'oralité. Et l'école doctorale, études africaines, parfois devrait collaborer avec ce département de sociologie parce qu'il y a des thématiques qui sont similaires. En ce que le professeur Amar Faye a dit, il y a beaucoup d'apports qui pourraient compléter la conférence du socio-anthropologue par rapport à la fabrique des politiques publiques en contexte international. Et sous ce rapport, je voudrais demander au professeur Amar Faye, beaucoup l'ont souligné, c'est le temps des souverainetés. Et en ce temps des souverainetés, quel doit être l'impact ou l'apport de la dimension culturelle dans ces enjeux de souveraineté incarnés en Afrique de l'Ouest par des gens qui ont accédé au pouvoir par des coups d'État et par le nouveau régime du Sénégal? Quel doit être l'apport, l'impact de la dimension culturelle dans ces enjeux de souveraineté? Ma deuxième question, c'est le Sénégal n'a pas connu des attaques terroristes. Prions pour que cela continue par rapport aux autres pays. Professeur, je voudrais vous interpeller, si possible, sur les motivations des héros épiques sérères. Les motivations des héros épiques sérères en contexte d'attaque pendant les périodes d'islamisation et d'autres contextes, et les motivations des héros, entre guillemets, terroristes dans le Sahel. Motivation des héros épiques sérères. Qu'est-ce qui a motivé les héros épiques sérères? Et qu'est-ce qui semble motiver les attaques terroristes dans le Mali, dans le Burkina, si possible? Merci. La parole nous intéresse beaucoup. Et c'est une question que nous trouvons très complexe. D'abord, il y a cette dimension géographique. C'est l'espace historique et l'espace du présent. Souvent, on parle des textes Gabou, des textes Fouta. En fait, si on doit parler de Gabou, on doit toujours penser au Mali et à la Guinée. Donc, il y a cet espace qui dépasse donc, nos frontières nationales et parfois avoir accès à ça, ce n'est pas facile. Donc, voilà, donc je pense que c'est une histoire qui est transfrontalière dès le départ parce que les populations n'avaient pas ces frontières que nous avons héritées des années 1960. Donc là, il faut vraiment demander au professeur comment il gère donc, toute cette question-là. C'est une question donc, de frontières et voilà, des questions de frontières. D'autant plus que moi qui travaille dans la Monde Vallée, la chose que je trouve intéressante et surprenante pour beaucoup de gens, c'est qu'on nous dit souvent que les Sérères ont quitté la vallée à cause de l'islam et tout ce qui va avec. J'ai fait mes recherches dans la vallée depuis 1993. On n'a pas d'évidence d'islamisation. Où est l'islam dans la vallée? Il n'y en a pas jusqu'à présent. Donc ça pose déjà des questions sur ces logiques. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que ça s'est passé? Ou bien est-ce que c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé la zone? Ou bien est-ce que la zone islamique
amusé de se trouver de l'autre côté vers la Mauritanie. On voit toujours des questions d'espace qui reviennent. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi j'ai voulu prendre la parole. De plus en plus, les gens ont affaire à d'autres sources de données, c'est la génétique des populations. J'ai un étudiant qui travaille sur la présence sérère, la survivance sérère au niveau des populations de la Mongolie. Parce qu'il y a toujours des noms qui renvoient à des noms sérères, les Nyoka et autres là, qu'on trouve là-bas, et qui se disent toujours qu'ils n'ont jamais quitté le Fouta. Donc, les comparer avec les autres Halpulas serait intéressant. Et j'ai un étudiant qui vient de la faculté des sciences, qu'on va je vais encadrer l'année prochaine, Inch'Allah, qui va travailler sur les rapports Halpulas, sérères du Sine et les sérères du plateau de Thiès, pour voir en matière de proximité tout ça, ce qui se passe. Moi, de tout couleur, je peux parfois entendre ce que les sérères disent. Mais les sérères du plateau de Thiès, pour moi, je n'entends absolument rien. Est-ce que ce sont les paléonégriques, comme le disait Gravant, ou bien que c'est passé, ou bien que c'est mort qui a créé un autre groupe pour augmenter le groupe sérère? On ne sait pas, mais donc là, c'est là que ça va devenir intéressant. Je vous remercie. Donc, je serai le nouveau qui va hériter. Présentement, je travaille sur un livre, le troisième d'ailleurs, et ce livre a pour objectif, sur le plan de mon domaine qui est, donc je dirais, les sciences de gestion de l'économie appliquée, en finance, en comptabilité et dans d'autres domaines, c'est de s'interroger pourquoi nous n'arrivons toujours pas à maintenir le genre de vie qui a été déjà raconté dans ces ouvrages-là, que nous connaissons tous quand nous étions jeunes dans nos contrées, donc dans nos villages. Pourquoi nous n'arrivons pas à maintenir ce genre de vie? C'est quoi le problème? Et ça nous renvoie à tout ce qui a été dit ici. Quel que soit le domaine dans lequel nous travaillons, que ce soit la médecine, la science, l'architecture, l'occupation du territoire, l'agriculture, il est important de partir d'un certain nombre de valeurs, que moi j'appelle la valeur fondamentale. Et pour moi, c'est de dire comment nous concevons l'autre. Et dans ce domaine, on peut tirer deux aspects. Un, c'est de concevoir l'autre comme nous, à savoir que ce qui lui arrive nous arrive. Et mon oncle l'a déjà dit, il était à une conférence, et quand les gens ont commencé à émerger, il a senti son rythme cardiaque qui a augmenté. Moi, personnellement, ça ne fait pas 2 semaines, j'étais à un mariage, je me suis blessé au doigt parce que on dirait que j'ai dépassé un certain nombre de limites. Ma soeur m'a dit que non, tu as fait comme le lutteur. J'ai dit non, j'ai pas ces aspects-là. C'est que seulement, c'est l'ambiance. Et désormais, je vais récupérer ça par ça. Vous voyez que maintenant, on a des organismes d'État qui font des projets, qui les annoncent à la télé, dans les documents d'État, dans les documents publics, mais malheureusement, l'exécution est en retard. Donc, d'où, quelqu'un l'a rappelé ici, et mon oncle l'a dit, que les étudiants dans cette faculté doivent se dire qu'ils ne sont pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dans notre contexte historique, je pense que vous devez être au devant. Parce que c'est ça qui nous permettra de comprendre d'où nous venons, qui nous sommes, au fond de nous-mêmes. Aujourd'hui, on peut appliquer toutes les sciences que nous voulons, mais quel que soit le contexte où nous sommes, ce que nous sommes au fond de nous va toujours émerger. J'ai voyagé dans beaucoup de pays en Afrique, les gens m'invitent chez eux pour manger, chez eux, alors que c'est la première fois qu'ils me voient. En Europe, on vous invite au restaurant. C'est totalement différent. Nous voulons, disons, travailler dans un projet de développement. On veut faire, par exemple, une ferme agricole dans une zone. Les discussions, la compréhension mutuelle, on doit en tenir compte dans le temps. Si on dit le projet, on va le faire en 5 ans, comment ça se fait en Allemagne ou au Japon? Non, on a besoin de plus de temps. Donc, d'où la nécessité que vous, dans votre domaine, vous soyez au devant. Et j'avais voulu citer un peu, d'ailleurs, pour tout couleur, je dirais le seul intelligent, pour en tout cas répondre à un de mes professeurs de mathématiques, qui disait que aussi, les sérieux, il y a un seul qui est intelligent. Je ne dirais pas qui, mais bon, c'est ce qu'il disait. Cheikh Hamidou Kane, et je pense que par rapport à mes recherches,
de ma petite aussi connaissance de l'environnement au niveau de l'État, je pense qu'on ne l'a pas encore suffisamment mis en avant. Cheikh Amadou Kane disait, ce soit dans les gardiens du temple ou dans la voiture ambiguë, il disait qu'il faut planter des tentes et sous leur abri provisoire, méditer la cité nouvelle et la bâtir en même temps. Point. Il faut la méditer, virgule, car elle doit être ajustée ainsi que l'habit. On l'a déjà dit ici, il est temps qu'on ajuste notre cadre de vie, que ce soit économique, politique, que ce soit social, à notre habit. Nous ne serons jamais individualistes, ce n'est pas dans nos germes, ce n'est pas dans notre sang. Donc même si on veut aujourd'hui créer une entreprise en disant que moi je serai l'homme le plus du Sénégal ou bien le plus en Afrique, on n'y arrivera pas. Parce que le jour où on ira à un événement, les champs vont émerger et le fond de nous-mêmes va rejaillir, et en ce moment on fera des choses qui montrera qu'on n'est pas individu, on est individu communauté. Merci. Parce que je suis tombé malade aussitôt après, vous êtes au courant, et le diagnostic était réservé dès le début. J'ai fait 15 jours à l'hôpital principal en urgence, sans qu'on sache ce que j'avais. Et c'est elle, à Boufflers, qui m'a pris en charge. Et je peux dire, après Dieu, vraiment m'a sauvé. Par modestie, elle n'a pas voulu en parler de mon invitation particulière. J'ajoute qu'elle est aussi férue de littérature et elle est poète. Pour la jeune. Allune, je lui dis. Allune, voilà. Voilà, je le confonds avec Chéri Dahaba. Mais je suis disponible pour les études en génétique. Et je vous préviens déjà, on va trouver des choses qui vont vous surprendre, vous. Déjà, pour le djihad, dont on parle souvent, vous savez, pour cette histoire lointaine, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Racine. Sur ce temps-là, il y a un vide, un Sahou. C'est cette absence de l'objet dont je parlais tout à l'heure. Il est plus réel là-bas. Mais moi, quand j'analyse cette période, je ne parle pas de djihad que les Sérères auraient fui du Fouta, de Toul, mais des échos du djihad qui étaient effectifs au Maroc et en Mauritanie, avec une violence extrême. Et j'ai une fois dit d'ailleurs, Pape Massène est là, témoin, j'ai dit, lorsque les Sérères ont fui, il y a une réaction, des réactions terribles dans la salle pour dire que ce mot fuir, il faut que je l'efface. Ce sont les échos de ce mouvement, de cette guerre qui a commencé, qui a glissé du Maroc vers la Mauritanie, qui ont été peut-être probablement les causes de ce départ. Je l'analyse d'ailleurs dans un article qui va paraître dans mon prochain livre, en parlant de ces périodes, de ces temporalités qui se croisent dans le temps de la migration et dans le temps de l'existence de ces populations Sérères, Soninké, Peul, etc. Mais je pense que l'épisode djihad est tout simplement parce qu'on manque de repères, qu'on l'évoque très souvent. C'est ça. Merci beaucoup, Felwin, pour votre présence et pour les propos tenus à propos surtout de la poésie, dans un espace large que Raphaël évoque. D'ailleurs, c'est un lapsus. Il est sur le papier. Tous ces travaux de thèse, parce qu'on a travaillé ensemble, Raphaël, pendant longtemps,
croisé d'abord physiquement. Je vois encore Raphaël, parce qu'on parlait de poésie, se lever et danser. La danse des lutteurs, qu'il avait du mal à faire quand il était jeune, dit-il. Dans sa classe d'âge, il me dit j'étais le plus mauvais danseur. Il a fallu qu'une fois en France, j'ai pris beaucoup de cassettes et je m'enfermais dans ma chambre pour danser, pour apprendre à danser. Paix à son âme, Raphaël. Oui, Dauphin, parce que tout simplement, il reste des choses, beaucoup de choses que l'oralité ne dit pas, parce qu'il y a une mémoire enfouie, enterrée. L'expression sérère existe, gasoup, ce qui veut dire qu'on ne dit pas tout. Quelle est la responsabilité du chercheur face à cela? D'abord, il y a qu'il ne reçoit pas dans sa quête de texte. Vous savez que la pratique littéraire est très très éprouvante. Il y a ce que l'autre appelle la sournoise courtoisie, qui fait qu'on vous dit pas tout. Qu'on vous accueille, eh bien, on vous met dans une bonne disposition, mais on vous fourre un texte qui n'est pas le bon. Il y a que aussi, moi je prends des libertés, si Ismaël Assis était là, il vous le dirait, dans mes analyses, je prends parfois des libertés, il me dit c'est toi seul qui ose le faire. J'ai dit, je fais ce que le texte me dicte. Je fais de l'analyse du texte. Mais il y a des seuils difficiles à franchir, il y a des portes difficiles à forcer. C'est ça aussi la réalité du terrain. Et c'est ça aussi l'oralité. Quand ces barrières seront-elles levées, les jeunes sont là, il y a la relève. Je pense que là, ils pourront le faire. Mais nous sommes limités par rapport à une éthique, par rapport à une réalité sociale qu'on ne peut pas franchir parfois. Mais il y a des brèches. On s'autorise des brèches parfois, mais pas pour aller très loin. Je donne une anecdote. Quand la route du pouvoir est sortie, sans que je le sache, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il était au courant que j'avais publié ce livre-là et qu'il voudrait, mais je ne savais pas pourquoi. D'ailleurs, il a donné le double du prix. Quand je vais acheter le livre à 80, je lui ai donné la facture, il m'a remis le double du prix, en me disant c'est ma participation. Mais ce qu'il voulait vérifier en réalité, c'était un problème entre son ancêtre, que je ne savais pas qu'il était issu de cette famille-là, de ce que les versions disent sur le rapport entre Salmon Faye et son ancêtre. Ouais. Ce que Babacar ne veut pas entendre, mais que je lui dis en aparté, moi, très souvent. Donc il y a ça, ces barrières-là. Merci encore une fois pour vos réactions pertinentes de scientifiques, mais qui s'intéressent à la culture et à la poésie, à la musique, qui est une référence. Keta a averti tout à l'heure les étudiants, quand les scientifiques, les médecins s'intéressent à la littérature, qu'attendent les littéraires? Ça, par rapport au roi Mandem, il y a une réalité, il y a peut-être eu dans la réaction des Laman une sorte de réalisme politique qui est dû à cette époque-là au besoin du souverain idéal ou du souverain fort. Parce qu'il y avait à l'époque, je pense, 4 grands ou 3 grands Laman. Il n'y avait pas de chef. Or, tout autour, dans la proximité du Sine, il y avait les royaumes tiédaux.
où la violence s'exprimait déjà, où la belligérance menaçait. Donc, pour des raisons de sécurité, ils avaient besoin d'un homme fort, entre guillemets, le Mandel n'est pas plus fort que le Sénégal, évidemment, Diané était là, n'est-ce pas? Mais de se coaliser autour d'une personne pour incarner le refus de la domination et pour faire face aux menaces qui circulaient tout autour. Je pense que c'est cela en réalité, une conscience et un besoin et une preuve de réalisme qui a fait que l'autre, bien accueilli et intelligent comme Félix l'a dit, qui a pu montrer qu'il y avait déjà une connaissance plus approfondie ou une pratique plus approfondie de la réalité du pouvoir avant de s'exiler. Mais parce qu'il faut pour ça, on l'oublie très souvent. Au moment où les Maïsawali et les Mandés émigraient, l'espace politique était quand même très très fortifié. Et l'exercice du pouvoir était connu. Les arcanes du pouvoir politique. Donc, tout bénéfique à ce moment-là. L'islamisation et la substitution des identités, la substitution des figures, ça entre dans une logique parce que la vie, elle évolue, on s'adapte, on se réadapte. Et la littérature aussi. Il y a une sorte de nomadisme de l'objet littéraire en rapport avec des contextes, ce que tout à l'heure j'ai appelé les contextes discursifs. Quand ils changent, la parole s'adapte. Donc dans le Baol, qui est rattrapé par le mouridisme essentiellement, il est logique, à mon avis, et normal que la figure maternelle qui était, comme Pape Massel l'a dit, au cœur des relations et au cœur de la posture politique, glisse. À mon avis, c'est un problème de glissement, tout simplement. Attendez. Et la poésie va suivre. Au lieu de la poésie des chants, des bergers, évidemment, on voit les baïfals qui d'ailleurs, curieusement, quand ils chantent, ce sont les mêmes airs, les mêmes rythmes, mais ils chantent, ils changent de... Oui, oui. Non, non, les airs restent. Les airs restent, ce sont les paroles qui changent. Ouais. C'est le temps de... Ça me fait très... Oui. C'est ça qui est logique, en réalité. Je pense que... Sur l'interdisciplinarité. Oui, vous avez raison, et je l'ai évoqué dans mon intervention. Ce qui est tout à fait nécessaire, c'est l'oralité est une matière centrale. Et la question de notre ami Alun le confirmerait. Nous sommes obligés à travailler ensemble. Et tout le monde le sait, ce n'est pas seulement les littéraires, mais les anthropologues de la faculté. Anecdote pour anecdote, Lamine Ndiaye, comme Tamba, ont l'habitude de me dire, mais Ahmad, qu'est-ce que tu fais en lettres modernes? Ta place n'est pas là-bas. Et Benga, c'est en anthropologie. Oui. Donc il n'y a pas de barrière. On est obligé de travailler ensemble parce qu'on a souvent les mêmes résultats en réalité. Voilà donc, si je n'ai pas oublié. Hein? Pardon? Ah non, 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 je ne sais pas. Les motivations des djihadistes, quand même, moi, je ne peux pas savoir. Sur quoi? Par rapport à quoi? Oui, Pape Massel l'a dit tout à l'heure. C'est une question de dignité à sauvegarder. C'est tout. Voilà.
une phrase. Je ne suis pas bizarre. Je veux utiliser simplement. Non, non, juste une minute, s'il vous plaît. Non, c'est. Je veux qu'on se rassure, il ne faut pas qu'on se donne peur ici comme cela. On nous parle à 2 reprises ou 3 d'une période de vacuité qui serait entre le 10e et le 14e siècle. Revenons un tout petit peu à notre histoire. Ça permet de répondre un tout petit peu aussi au Haalpulaar et à la fuite des Sérères, entre guillemets, que rappelait Ahmad. N'oubliez quand même pas que le 10e siècle a été particulièrement violent dans notre contrée, et notamment au nord, parce que c'est la période où l'islamisation n'était plus par consentement, c'était l'islamisation par attaque, agression des Almoravides pour piller l'or de l'Empire du Ghana. Il se trouve que lorsque l'on parle de l'Empire du Ghana, beaucoup se trompent parce que géographiquement, ils pensent que c'est le Ghana actuel. N'oubliez surtout pas que l'Empire du Ghana avait pour capitale Koumbi Salé, et beaucoup de gens ne savent pas que Koumbi Salé est là à notre frontière, c'est en Mauritanie. Koumbi Salé est en Mauritanie. Donc les Balarra étaient très proches, parce qu'il a fallu d'abord affaiblir le pouvoir politique avant le pouvoir économique. Voilà un peu ce qui a créé un impact, etc. Donc la mémoire sélective aussi, il faut qu'on revienne là-dessus. La mémoire est forcément sélective et elle s'adapte. Qui peut ne serait-ce que raconter dans sa vie tout ce qu'il a fait dans la journée? Qui a envie de le faire? Nous avons des barrages normaux que sont l'éthique, les règles de convivialité, de vivre ensemble. On ne peut pas, dans une société, tout dire. Ne nous y trompons pas parce que nous sommes à l'université, on voudrait comprendre beaucoup de choses. Tout ne se dit pas, tout ne pourra jamais se dire. Enfin, l'adaptation du langage au baol. J'ai entendu tout à l'heure, mais encore nous parler de souveraineté. Le terme souveraineté est venu ici 3 ou 4 fois dans nos débats. Qu'est-ce que c'est que cette ère du temps? Parce qu'il y a un changement de régime, on nous parle de rupture. Et les gens s'adaptent. Même lorsqu'ils sont contre le régime, ils vont l'adapter pour que leur propos porte. C'est aussi simple que cela lorsque l'on parle de pouvoir et d'organisation de la société. Les gens bougent, changent et on leur cible en fonction de l'actualité. Je vous remercie. Je vois que c'est... Qui va? C'est vous, c'est pas. Ok, allez-y. C'est juste, je prends la parole à la micro pour passer. Donc, je remercie tout le monde. Je me remercie aussi. Merci. Donc, merci Keïta d'avoir traité mené le débat. Merci au professeur Ahmad Faye de nous avoir gratifié de cette très belle conférence. Merci également à Pape Massel et à Racine Senghor d'avoir réussi la prouesse de dire tellement de choses en peu de mots. Donc, ça, c'est pas évident. Ça, seuls les poètes savent le faire. Comme Féluine. Donc, Féluine fait des publications, appelées méditations, où il dit beaucoup de choses en 3 mots. Donc, ça, c'est aussi un luxe très, très important. Merci surtout aux collègues des autres facultés, Mme Fall. Merci encore une fois. Merci au professeur Kem, à tous les collègues du département et du laboratoire qui sont restés, de vrais héros qui sont encore là. Je pense au professeur Alusek, professeur Ablaï Sall, professeur Cheikh Kabir Mbaye, professeur Soleiman Yoro, professeur Maïtiao, qui d'autre, Ibrahim Faye, docteur Ibrahim Faye. Ah, voilà, Koudi que j'ai annoncé, mais Koudi n'est pas venu à l'heure, mais elle est arrivée à temps. Voilà. Donc, merci à tout le monde et on se dit à très bientôt. Et pour ceux qui ont un livre, donc, le professeur Ahmad va le dédicacer. Mais la dernière fois, on a fait une conférence il y a 2 semaines. J'ai demandé à ceux qui avaient apporté un livre. Les étudiants sont venus avec leur livre, n'importe lequel. Donc, c'était plutôt des autographes. Donc, ceux qui ont apporté un livre d'Ahmad.